Plus tu t'entraînes, mieux tu seras. C'est une phrase qu'on entend tout le temps dans le monde du MMA. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe dangereux? Bienvenue sur Air Violence, et aujourd'hui on va explorer les problèmes des camps d'entraînement qui détruisent les combattants de MMA. Si tu regardes de près l'histoire du sport, tu verras que certains des plus grands combats ont failli ne jamais avoir lieu à cause des blessures pendant les camps. Et c'est pas juste une question de malchance, c'est un problème systémique organisationnel, parfois même culturel. Dans cette vidéo, on va plonger en profondeur dans le cœur du problème. Pourquoi autant de blessures? Pourquoi certains athlètes stagnent, voire régressent? Et surtout, comment on pourrait faire mieux? Tout d'abord, pourquoi il y a autant de blessures dans les camps? Un fight camp, c'est une période de préparation intensive juste avant un combat. En général, ça dure entre 6 à 12 semaines. L'objectif est simple, être au pic de forme physique, technique et mentale le jour J. Mais dans les faits, c'est souvent un cocktail explosif. Volume d'entraînement très élevé, 6 à 10 séances par semaine, intensité maximale, plusieurs disciplines à bosser en même temps, striking, lutte, grappling, muscu, cardio. Des sparring qui montent très vite en intensité et un régime alimentaire strict pour faire le poids. Résultat, le combattant est épuisé, affamé, sous stress mental constant, et malgré ça, on continue à le pousser chaque jour. Let's go. 2. Inside trip. 3. Boom. 4. Yeah. Come on, Kevin. Arm it, single arm it. Squeeze. 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 C'est dans ce contexte-là qu'explose la majorité des blessures. Mais il faut comprendre les types de blessures en camp. Tout d'abord, il y a les blessures traumatiques, les visibles. Ce sont les blessures les plus spectaculaires, instantanées. Une cheville qui tourne sur un takedown mal réceptionné, une côte qui claque sur un sprawl mal aimé, un KO à l'entraînement sur un sparring trop engagé. On les voit, on les comprend. Mais le piège, c'est de penser que ce sont les plus dangereuses, car en réalité, ce sont les plus rares. Les plus fréquentes sont les blessures de surutilisation, les invisibles. Les plus fréquentes, ce sont celles qu'on ne voit pas venir. Tendinite, micro-déchirure musculaire, inflammation chronique, douleurs lombaires, hanches, poignets, fatigue articulaire diffuse. Elle s'installe lentement, tu sens une gêne, une douleur, mais tu continues, tu compenses, tu forces, et à un moment donné, c'est la rupture. Aujourd'hui, la recherche est claire. La majorité des blessures dans les sports de combat viennent d'une mauvaise planification de l'entraînement. Ça veut dire quoi concrètement? Ce n'est pas le sport en lui-même qui est dangereux, ce sont les conditions dans lesquelles on s'y entraîne qui le rendent dangereux. Quand la charge d'entraînement n'est pas progressive, quand la récupération est négligée, quand les intensités ne sont pas modulées, alors même les athlètes les plus talentueux finissent par casser. Prenons un exemple concret, le camp cauchemar. Imaginons un combattant en moins de 66 kg. Il prépare un combat sur 8 semaines, voici son planning typique. Lundi 9h muscu lourde plus 17h sparring dur, mardi 10h grappling plus 18h boxe anglaise, mercredi lutte sparring light qui finissent toujours en guerre, jeudi muscu plus pas de work explosif, vendredi sparring plus grappling, samedi cardio long plus drill, dimanche enfin du repos. Ajoute à ça un cutting lourd, une descente de poids de 69-66 kg voire de 72-66, le stress mental de la compétition, aucun suivi médical structuré, résultat des douleurs aux genoux, une perturbation du sommeil, fatigue nerveuse et finalement fracture de fatigue, camp foutu, combat annulé. L'un des plus grands pièges des camps modernes, c'est de croire que le volume est roi. Si je fais plus, je serai meilleur. Mais la réalité du corps humain, c'est pas ça. Le corps progresse par adaptation, pas par destruction. Quand tu t'entraînes, tu stresses ton corps, tu le forces à sortir de sa zone de confort. Mais c'est pendant la récupération que ton corps reconstruit, s'adapte et devient plus fort. Trop peu de stress égale pas de progression, trop de stress égale blessure, fatigue, stagnation. La zone optimale, c'est celle qui permet de stimuler sans dépasser. La plupart des athlètes ne progressent pas parce qu'ils s'entraînent trop, mais parce qu'ils s'entraînent mal. Trop dur, trop longtemps. Pas de modulation des intensités, pas de différenciation entre les systèmes sollicités, neuro versus aérobie. Résultat, pas de transfert vers le combat, juste une accumulation de fatigue. La majorité des camps sont organisés par modules. Le coach de lutte fait son programme, le coach de boxe aussi, le préparateur physique rajoute de la force et le combattant essaie de tout encaisser. Mais personne ne centralise l'information, personne ne pilote la charge globale et c'est ça la catastrophe. On veut tous faire des sparring, des pads, des drills, mais les bases sont négligées. Mobilité, force maximale, endurance fondamentale, soin du système nerveux. Résultat, on construit une Ferrari sur un châssis de vélo. Un bon camp, c'est des vagues de charge, des jours durs, des jours faciles, une progression. Mais souvent c'est lundi dur, mardi dur, mercredi dur, jeudi trop dur, vendredi, blessure, explosion. Pourquoi la récupération est sous-estimée? On pense que la récup c'est prendre une douche, faire une sieste, mettre un bain froid, mais la récupération c'est un processus physiologique complexe. Tout d'abord le sommeil, c'est pendant le sommeil que ton corps reconstruit les tissus, régule les hormones, reconnecte les schémas moteurs. Et beaucoup de fighters dorment 6 heures ou moins, parfois en déficit calorique, stressés, c'est une bombe à retardement. La vraie récup c'est aussi des séances légères en zone 2, du flow sparring, du travail technique à faible intensité, des massages, étirements, mobilité. Tout ça ne doit pas faire partie du camp, ce n'est pas du bonus, c'est du travail intelligent. Alors comment organiser un camp intelligent? Les bases d'un bon camp. Un bon camp, c'est une vision centralisée avec un coach référent, une modulation des charges, une alternance entre général et spécifique, une progression logique vers le jour J et une priorité donnée à la récupération. Prenons l'exemple du coach Nicolas Hoth, le préparateur physique de Nassourdine Imavov. Il dit « Mes athlètes font 10 séances par semaine, dont 2 de prépa physique, mais mon objectif n'est pas de les fatiguer, mais de développer leur potentiel. Il part d'une planification lissée, avec des semaines stables, peu de pics, mais une adaptation constante. Les outils de monitoring sont également trop peu utilisés. Par exemple, la variabilité de fréquence cardiaque, les poules au repos, les feedbacks subjectifs et des suivis de performance. Tout ça permet d'adapter le camp au jour le jour en restant aligné avec l'objectif final, avoir un camp d'entraînement parfait sans blessure.
Aujourd'hui, le MMA est à un tournant. On voit apparaître des salles plus structurées, des collaborations entre prépa physique, médecins, coach, des athlètes plus conscients des enjeux de santé à long terme. Mais il reste un chemin énorme à parcourir. Si on veut des combattants plus performants et durables, il va falloir arrêter de penser que souffrir plus égale progresser plus, et commencer à penser en termes de structure, de charge, de récupération, de planification. Le MMA c'est de l'art, mais c'est aussi de la science. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette analyse. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche et surtout partage avec des combattants qui en a besoin, parce qu'on le sait, on a tous un pote qui fait des sparring à 100%, 5 fois par semaine.